Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe pour un nouvel épisode. Le Trail qu'on aime, c'est quoi ? C'est une troupe de passionnés qui se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler trail, résultats, actu shot, débats, léger chambrage bien sûr. Tout ça dans la bonne humeur et pour l'amour de ce sport qu'on aime tant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe d'experts passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celle qui passe plus de temps en ce moment sur les skis qu'à prendre des photos. Margot Lemap, comment ça va ? Hello, écoute, ça va carrément bien. Écoute, le boulot reprend petit à petit, donc faut que je recommence à m'organiser, à passer un peu moins de temps sur les skis et à reprendre mes responsabilités d'adulte qui a un métier. Mais ouais, les heures dehors se passent toujours bien. Je croise même Alex sur les skis à la Clusa, alors que demander de plus ? Tu seras accompagné par celui qui s'est lancé un défi impossible dans quelques semaines sur semi-marathon. Mathieu Delpech, comment ça va ? Eh bien, ça va bien. Après 2 mois d'hiver studieux, je suis de retour dans le club des 100 bornards hebdomadaires. Tout ça avec un seul but, le défi d'une carrière, battre le record d'Alex Andiol au semi-marathon. Donc encore 3 petites semaines pour y arriver. Et là, mes nuits commencent à être raccourcies tellement je stresse. Et sinon, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma prépa hivernale, je vous renvoie vers ma dernière vidéo YouTube qui vient de sortir, où je dévoile un petit peu les coulisses et la structure de ma saison 2025. Celui qui aime l'entraînement plus que tout au monde et arpenter les sentiers triévois à longueur de journée, Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien, je m'entretiens sportivement, j'ai fait une semaine à plus de 110 bornes la semaine dernière, donc c'est quand même un entretien studieux. Et puis après, je m'occupe quand même, je fais pas que courir, je m'occupe des borneurs infatigables comme Mathieu Delpech, vu qu'il met 14 entraînements par semaine, ça crée du travail. Et puis sinon, je suis un peu comme Théo, on est en plein déménagement, donc je repousse la corvée des cartons, mais là, le déménagement approche, je vais bien être obligé de m'y mettre. Et oui, tu viens d'en parler. Celui qui est en plein déménagement actuellement, car il a acheté son premier bien immobilier, propriétaire à 27 ans, on peut dire qu'il est en plein sur le chemin de la réussite. Théo Robin, comment ça va ? Ça va bien. Je suis pas sûr que ça suffise pour dire que d'avoir un bien, on a réussi sa vie, mais ouais, en plein déménagement, donc l'emploi du temps est bien chargé, mais c'est bientôt fini, on sera bien installé, donc je vais surtout pas me plaindre. Enfin, n'oublions pas, celui qui mène les discussions de ce podcast, qui vont parfois dans tous les sens, aussi bien qu'il gère sa carrière d'athlète multisurface. Il court partout, mais le seul endroit où il est vraiment à son aise, c'est dans son Cantal. Alex Andiol, comment ça va ? Eh ben, tout va très bien. Malheureusement, je suis plus dans mon Cantal natal depuis quelques mois, mais tout se passe très bien ici dans les Alpes. À la Clusa, la prépa hivernale suit son cours, sans pression et objectif de dossard, avec un petit mix de ski de rando, séance à plat et muscu. Et puis, comme l'a dit Margot, j'ai eu l'honneur de la croiser sur les skis. J'étais en pleine descente à bloc, et puis au loin, je vois une athlète qui montait. Et je me dis, mais c'est Axel Mollaret, c'est Emilia Ropp. Et puis je me suis rapproché, j'ai vu que c'était Margot. Bon, j'étais très heureux de la voir en tout cas. Allez, au sommaire de cet épisode, on débutera par les dernières actus chaudes en termes de résultats de course et de news mercato. On a beaucoup de choses à vous dire, accrochez-vous. Et puis on passera ensuite sur notre grand sujet débat du jour où on va analyser et décrypter le marché du trail et parler d'un nouvel acteur qui a fait son apparition depuis peu et dont on entend parler de plus en plus. Ce sont les agents dans le trail. Mathieu nous parlera aussi de son expérience là-dessus. Pour l'occasion, on aura la chance de recevoir Marine Noré, qui en a fait l'une de ses activités professionnelles depuis peu, auprès de Thibaut Barognan notamment. Et elle nous en dira un petit peu plus sur ce métier ô combien intéressant. Pour respirer un petit peu et commencer à se projeter sur la saison en cours, on vous a réservé une petite rubrique où on va vous donner ce qu'on attend le plus pour 2025. Puis voilà, on terminera comme à l'accoutumée par nos petits recos et nos coups de cœur. Un programme bien dense comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le Trail qu'on aime, saison 2, épisode 2, c'est parti. Ça y est Mathieu, est-ce qu'on a enfin le jingle ? Le jingle sera mis au montage, mais avant de le lancer, je voulais remercier la communauté qui nous a fait un très bon accueil lors du lancement de notre page Instagram. Donc merci à tous ceux qui sont venus suivre l'actu du podcast et qui viennent échanger, faire des retours constructifs. Ça fait plaisir d'avoir une communauté de vrais passionnés comme vous. Et puis enfin, je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas, pour soutenir notre travail, c'est assez simple, une petite évaluation 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur Insta quand vous écoutez. Ça fait toujours plaisir et puis on repartagera avec plaisir. Donc allez, je lance le jingle. Le trail qu'on aime, saison 2, épisode 2 ou épisode 13. Merci Mathieu, on commence ces actus résultats avec les quarts de finale de championnat de France de cross qui ont lieu ce week-end dans toute la France.
On vous en a parlé dans le précédent épisode qu'on avait vu beaucoup de trailers et montagnards s'exprimer sur les crosses. On va demander à Nico de nous faire un petit état des lieux pêle-mêle des résultats qui ont eu lieu ce week-end. Je ne sais pas s'il y a eu tous les quarts finales, parce que des fois, il y a un petit décalage d'une semaine, mais en tout cas, il y en a eu pas mal ce week-end. On va commencer un petit peu par le quart final de la terre des trailers, on va dire. C'est le quart final des Alpes. Donc, on rappelle l'Isère et les Deux-Savoie qui se regroupent pour ce quart final. On va commencer par les premières courses, on va dire, dans l'ordre de la journée. En principe, c'est les Master Hommes avec une deuxième place d'Arnaud Bonin chez les Masters. Donc, Arnaud qui est M1 pour la première année. Ensuite, on a eu chez les Seniors Femmes et Master Femmes, parce qu'elles courent ensemble, une nouvelle brillante performance de Julie Roux qui termine deuxième, comme lors des départementaux, et à nouveau derrière Léa Coninx. En troisième position, Clémentine Geoffrey, suivie d'Anaïs Guillot, quatrième, donc les traileuses et montagnardes à la fête. Et dans le top 10, on retrouve encore Jade Rodriguez qui prend la sixième place, juste devant Anise Rousset qui est première M0. Et puis Julia Combe, 20e et première M1. La course un petit peu phare, hein, toujours la dernière souvent du programme. Clément Bruchon, qui est plus montagnard, on va dire, qui l'emporte, on va dire, dans ce duel de trailer montagnard avec la troisième position, juste devant Thomas Cardin. Benjamin Roubiol, 6e, Vincent Bouillard, 8e. Un jeune athlète qu'on devrait entendre parler, qui a déjà quelques petites courses à son actif en trail, qui est encore espoir, c'est Gaspard Ravo-Ouvray, qui est pas licencié en Rhône-Alpes, mais qui a terminé 9e de la course. Et puis Théo Détienne, qui est dans la même situation, puisqu'il est pas licencié en Auvergne-Rhône-Alpes non plus, mais qui prend une 15e place. Allez, c'est parti pour l'Auvergne. Donc, Manu Messa, je vous l'ai fait, qui a gagné chez les Masters. Chez les Seniors Hommes, là, c'est encore plus fort que dans les Alpes, avec Boris Orlac 1er, Alex Melleux 2e, Loïc Roland 3e, Mathieu Le Fur 6e, Fabien Demure 8e et Thibaut Humbert 9e. Et chez les seniors féminines, c'est une pépite. Alors, je ne sais pas si elle est pistarde, routarde, montagnarde, mais Margot Dajou, ça s'impose devant Emma Baird 2e, et puis Adeline Martin 7e et Laure Paradon 9e. Dans la vallée du Rhône, on a chez Master Homme une 3e place pour Johan Stuck, et puis Marie Goncalves qui s'impose, elle, chez les seniors féminines, et Diane Racineux 4e. Et puis, allez, un petit pêle-mêle des autres résultats que j'ai vu passer. Blandine Hirondelle, en dehors de sa région, a fait 2e en Occitanie. Maëlle Allaire, toujours en Occitanie, dans le même quart final, s'impose devant Corentin Capli et Pierre Pagnou. En Bourgogne-Franche-Comté, Dylan Ribeiro, 7e, Jules Barrio, 11e. En Centre, Pierre Boudy, qui avait fait une sélection en course en montagne junior, 4e. Et puis dans le sud, Nelly Clément, 2e devant la championne du monde du 100 km, Floriane Haute. Marie Jolin, 4e, Manon Gras, 8e. Et puis pour terminer, chez les hommes, toujours dans le sud, Achille Berthous 5e, Jérôme Blanc 7e, Stéphane Tempier, l'ex-vététiste au niveau 12e devant Vincent Esmiol, et puis Alex Finn 3e sur le cross-court. Merci Nico pour ce petit état des lieux. Effectivement, les quarts de finale s'étaient étalés sur ce week-end et le week-end d'avant, où on avait notamment vu Antoine Thiriat s'exprimer dans les Vosges sur ses terres natales. Et puis le cross, on vous en reparlera, puisque les demi-finales auront lieu d'ici 2 semaines, et on aura un niveau encore plus dense et encore plus intéressant, et on espère que nos trailers et nos montagnards arriveront à être encore une fois sur le devant de la scène. Et oui, avec la rentrée probable du meilleur on va dire, trailer montagnard et crossman, Sylvain Cachard, qui devrait faire son retour sur les terrains de cross pour les demi-finales. Allez, retour au trail avec un événement UTMB pour la première fois en Angleterre, le Arc of Attrition, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Ça ressemble un petit peu à la Normandie, et on avait en tête d'affiche la légende locale Tom Evans, qui a récemment annoncé sa signature chez son nouveau partenaire ASICS, et qui l'a emporté, Nico, de fort belle manière sur le format 50K, qui faisait 80 km et 2300 mètres de dénivelé. Ouais, juste avant de rentrer dans le détail de la victoire de Tom Evans, j'étais un peu marqué par le fait que les formats, le nom des courses ne correspondait pas du tout au format. On avait un arc 50 qui faisait 80, un arc 25 qui faisait 40, donc ça, je n'ai pas trop compris. Mais bon, on va revenir sur la course peut-être un petit peu phare avec la victoire de Tom Evans, ou 80 km, tu l'as dit, assez roulant. Il s'impose avec 6 minutes 30 d'avance
entre guillemets, je dirais seulement sur un autre Anglais qu'on m'a pu découvrir. En tout cas, pour ma part, j'avais découvert lors des derniers Templiers, Hugh Chatfield, qui a pris une 10e place aux Templiers. Et moi, le petit truc qui m'a marqué sur cette course, c'est la célébration de Tom à l'arrivée, qui a enlevé sa chaussure pour mettre en avant son nouveau sponsor. Bon, moi, je trouvais qu'il avait répondu présent, s'imposant pour la première sous ses nouvelles couleurs. Ça me semblait suffisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'ai trouvé la célébration bizarre. Je suis assez d'accord, j'étais un petit peu surpris de voir qu'il encense son nouveau sponsor en mettant à ce point en avant la nouvelle chaussure. C'est un geste qui se comprendrait peut-être si la chaussure elle était l'aboutissement de longs mois de collaboration pour développer ensemble un produit abouti, mais là ça semble quand même assez peu probable puisque ça fait que quelques semaines qu'il est avec ASICS et la relation elle est assez récente. Donc en tout cas je peux vous dire, j'ai couru avec un athlète Terek ce matin et le geste a fait grincer des dents du côté de la marque allemande, pas hyper classe. Alors moi, pour aller dans votre sens, je suis pas hyper fan déjà de la signature de Tom chez ASICS. J'aurais préféré qu'il reste chez Terex. Mais après, c'est un geste que je trouve qu'il peut se comprendre. C'est sa première course en ASICS. C'est histoire de marquer le coup. Il a montré la chaussure. Je trouve ça pas déconnant. Puis quand on sait un petit peu les bruits qui courent sur le salaire qu'il prend chez ASICS, on peut aussi comprendre qu'il ait eu envie de mettre en avant son partenaire. Nico, il y a eu de très beaux aussi résultats de personnes qu'on connaît aussi sur cet événement. Ouais, toujours sur le 80 km, la 6e place au scratch d'Eleanor Davis qui finit à moins de 15% de Tom, donc très belle performance de la Britannique. Un très très beau podium masculin sur le 40 km avec 1000 mètres de dénivelé avec la victoire de Christian Jones, alors qui n'est pas le trailer le plus connu, mais qui est très très fort, je fais deux têtes, mais qui a dû faire 2 fois top 5 au championnat du monde de trail, ou en tout cas 2 fois dans les 10 en 2022 et en 2023, devant coureur que je ne sais pas forcément, mais qui est sûrement très solide vu son niveau de performance, c'est Andrew Hayes. Et puis le troisième, c'est Miguel Benitez, dont on avait parlé, ou en tout cas on nous avait rappelé qu'on l'avait oublié plus tôt, je crois, lorsqu'on a parlé des trailers qui couraient sur route, puisqu'il avait fait un 29-28 récemment en 10 km, donc ça devait courir sacrément vite. Et qui était de retour du Kenya, je crois, Miguel Benitez. Et ensuite, on trouve chez les féminines une 7e place au scratch pour Sarah Alonso, pareil, à moins de 15% de la gagne, donc belle course, suivie à seulement 6 minutes par Gemma Hilliard-Moses, 26e de l'OCC 2024, donc qui, je pense, a fait une très très belle performance là. Et puis en 3e position, Uli Wooten qui complète le podium. Ouais, non, petite question là-dessus qui me vient. Alors, il n'y avait pas un plateau hyper dense, mais il y avait quand même des coureurs assez renommés. On a parlé de Tom, on a parlé de Sarah Lando. Comment vous expliquez le fait que ces athlètes-là, dès le début de la saison, aillent faire une course UTMB ? Moi je trouve que c'est pas forcément un mauvais choix parce que ça permet entre guillemets d'être un peu déchargé de la qualif potentielle. Alors soit ils n'étaient pas encore qualifiés pour la finale 2025 et pour certains ça leur permet de se qualifier, sinon ça permet d'avoir réglé cette qualif pour 2026 et c'est pas plus mal. Très bien. Allez, on a fini avec les résultats. N'hésitez pas à nous dire sur Instagram si vous voulez qu'on étaye un peu plus cette partie résultats. On a été assez rapide et on va pouvoir passer aux actus un peu chaudes qu'on a vues récemment, et on va se déplacer un petit peu de l'autre côté de la frontière de la course à pied en allant sur la route, puisqu'on a vu que Jimmy Gressier, ça fait grand bruit, a signé chez Keeprun, donc à quitter Nike pour Keeprun avec un deal estimé à 800 000 € par an sur 4 ans, donc ce qui fait un beau petit pactole du côté de Jimmy. Est-ce que vous comprenez son choix ? Quel retour vous faites là-dessus ? Et est-ce que on a le parallèle en trail en fait ? Est-ce qu'il y a des athlètes qui touchent autant en trail ? C'est sûr que c'est un très gros investissement. Je pense pas qu'on ait des contrats de ce niveau-là aujourd'hui en trail, en sachant que Jimmy, malgré tout, même s'il fait d'excellentes performances et que c'est quand même une des stars et qu'il a su se mettre en avant dans l'athlète français, il a quand même un palmarès à l'international qui est complètement banal. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit encore la différence, je pense, entre l'athlète traditionnel et puis nos sports que sont le trail ou la course en montagne. On a vu aussi la signature de Antoine Griezmann du côté de Decathlon. Il manque plus que Nicolas Martin et le trio des athlètes les plus iconiques de France est réuni. Mais bon, je suis pas sûr que Decathlon ait le budget de s'offrir la tête d'affiche du LTQA encore. Merci Mathieu pour cette petite précision. On a vu aussi l'officialisation des parcours des championnats de France de trail
On a pu voir sur le site du High Trail Vanoise, qui sera l'événement organisateur, que les parcours officiels sont sortis, et du coup le parcours du trail long qui sera un sacré chantier, puisqu'il fera 72 km et 5000 mètres de dénivelé, alors que le trail court sera long de 32 km et 2500 mètres de dénivelé, des parcours très montagneux en altitude. Et on s'est posé une question tous ensemble, on s'est demandé si justement ces parcours n'étaient pas un petit peu trop élitistes, voire un peu trop longs aussi. On le rappelle, les championnats de France, l'idée c'est aussi d'être assez inclusif et grand public pour tout un tas de coureurs. On a du mal à se dire qu'un coureur qui s'entraîne en plaine ou en ville puisse arriver prêt correctement pour des formats aussi exigeants. Nico Martin, est-ce que tu avais un petit avis là-dessus? Ouais, clairement, c'est sûr que le championnat est pas hyper inclusif quand il se déroule à Val d'Isère, avec un point bas de la course quasiment à 1800 mètres d'altitude. Surtout, en fait, plus que ce championnat-là, je pense que c'est surtout le fait qu'on est à plus de 10 éditions. Le premier a eu lieu à Gap en 2014, et que on a été très gâtés, on va dire, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais que certaines régions de France n'ont pas été visitées. Notamment, je pense à la Bretagne, où ça a été quand même historiquement toujours une terre de trail. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas encore eu le championnat après plus de 10 années. Donc c'est vrai que je pense qu'il faudrait quand même une volonté un peu proactive de la Fédé pour quand même faire voyager le trail en France, même si bien sûr nous on est plutôt des montagnards et on vit à la montagne et on voit le trail plutôt sur des formats durs. Je trouve que de temps en temps, un format peut-être un peu plus roulant que ce qu'on a vu ces dernières années, ce serait pas mal pour la discipline. Après, moi, l'autre petite réflexion, c'est: est-ce que le championnat de France a vocation à toujours être course sélective, du support de sélection, parce que ça oriente beaucoup finalement le format du championnat de France, c'est le fait que ce soit utilisé comme un support de sélection. Et ça rend, cette année, vu que les championnats du monde sont très difficiles, ça rend les courses sélectives très difficiles. Et encore, le trail court n'est pas plus dur parce qu'on est limité par la difficulté qu'on peut proposer. Voilà, moi je pense que c'est bien de temps en temps, mais ça serait bien aussi de garder peut-être une date unique pour le championnat de France, plutôt en début de saison. On l'a vu les dernières années, ça avait bien marché. Et puis se balader de temps en temps peut-être en été pour permettre à la montagne d'avoir le championnat de France, mais que sinon le championnat soit peut-être installé, puis les courses de sélection soient choisies en fonction du calendrier des championnats du monde. Oui, parce que très clairement, il faut le dire, c'est que l'événement a été choisi pour préparer au mieux les athlètes qui seraient sélectionnés pour les mondiaux, puisque les formats du High Trail Vanoise correspondent à peu près à ce que les athlètes vont pouvoir retrouver aux mondiaux. Qui est un parcours qui permet une sélection qui tienne la route. Mais on voit d'ailleurs un peu cette limite cette année, parce que le championnat de France de trail court, il a été boosté par rapport au kilomètre effort qu'on a le droit de mettre. Donc, en gros, le kilomètre effort, c'est le kilométrage plus le dénivelé. Et là, malgré le fait qu'on soit allé au-delà de la limite, je crois, qui est autorisée, on a quand même un parcours qui fait 12 km et 1200 mètres de D+, en moins de ce que les athlètes devront affronter lors du championnat du monde. Et je crois que Matt, il a un peu une anecdote à ce sujet-là, parce que ça a déjà eu lieu. Ouais, on se rappelle en 2019, Sylvain Cachard qui avait pris son ticket pour aller faire le marathon des championnats du monde longue distance de course en montagne pour aller en Patagonie. Et le championnat de France avait eu lieu sur 25 km. Et donc ensuite, il avait un petit peu souffert de la distance. Heureusement, le patron Nicolas Martin avait sauvé l'honneur tricolore en ramenant un top 10. Mais la France, en emmenant deux jeunes, donc Sylvain Cachard et Thomas Cardin, avait un peu peiné au classement par équipe. Du coup, toi, Théo, tu as un avis par contre sur ces parcours au niveau des France pour les athlètes amateurs, pour que vous entraînez par exemple, comment ils voient ça? C'est une vraie difficulté, ce parcours, par rapport aux années précédentes. Je pense que par exemple, il y a une différence entre les athlètes que je coach qui sont plus amateurs, de ceux Nico, je pense qu'ils sont plus pratiquants de haut niveau. Moi, pour des athlètes amateurs, je trouve ça quand même très compliqué à préparer ce chantier. Donc, pour la plupart, c'est pas d'altitude, pas d'entraînement en haute montagne pour la plupart, parce qu'ils habitent pas forcément dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et là, il va y avoir une grosse différence, à mon sens, entre les athlètes qui peuvent s'entraîner de manière idéale, genre comme toi, Matt, tu vas faire un stage en altitude, tu vas bien préparer ça, de ceux qui peuvent s'entraîner qu'avec des moyens classiques. On parlait d'un Breton ou d'un Parisien qui a son entraîneur, une kettlebell et une bosse de 100 mètres. Je vois pas comment il peut préparer correctement cette course-là. Donc, c'est vraiment
très élitiste, pardon. Et quand je vois les passages à 3003 avec des chaînes obligatoires, je sens qu'on va bien se marrer du côté de Val d'Isère quand même. Mais par contre, j'ai absolument hâte d'aller voir ce spectacle parce que ça sent quand même bon les rebondissements pour aller chercher les places de qualif devant. Ouais, c'est sûr que ce championnat, il n'est pas hyper inclusif, mais moi, je trouve que c'est pas mal de changer un petit peu par rapport aux 2 dernières années qui étaient un petit peu plus roulantes. En tout cas, de mon côté, en plus du parcours, j'attends aussi avec impatience la publication des critères de sélection pour les mondiaux, puisqu'elle n'est pas encore sortie à ce que je sache. Ouais, on vous parlera de tout ça. Et puis, ça rejoint aussi une volonté de la Fédé de densifier un peu le championnat de France. Si on rajoutait à côté du championnat de France une course de sélection pour les mondiaux, ça ferait un peu beaucoup pour les athlètes. Donc, la Fédé préfère mettre la sélection sur les championnats de France. Voilà, Mathieu, je crois qu'on a aussi vu une autre actu shot sur les réseaux qui a beaucoup fait parler dans le milieu. C'est le retour de Stian Angermund qui vient de purger sa suspension de 2 ans. Ouais, alors sa suspension elle a été réduite, donc c'est l'actu marquante. Il a fait un post Instagram pour expliquer son retour et il annonce déjà un objectif de retourner sur le haut niveau cette année en essayant de retrouver un sponsor potentiellement et être prêt pour faire les mondiaux à la fin de la saison. Donc pour redonner un petit peu le contexte, Stian il a été contrôlé positif à un produit masquant appelé la chlorthalidone à la suite de sa victoire à l'OCC en 2023. Et donc là, après des mois de procédure pour essayer de prouver son innocence et trouver la source de cette présumée contamination, c'est au final une suspension de seulement 16 mois qui a été proposée par la FLD, qui stipule qu'il n'y a pas vraiment de scénario plausible d'un protocole impliquant de la chlorthalidone avant la compétition et que c'était probablement dû à une contamination. Donc il espérait pouvoir obtenir une fin de procédure avec une annulation de la suspension et un no fault, c'est-à-dire une reconnaissance qu'il n'a pas fait d'erreur, mais il n'a pas pu éviter cette suspension n'ayant pas réussi à trouver la source. La situation elle est assez complexe, mais en tout cas on devrait revoir Stian avec un dossard cette année. Quelqu'un veut réagir au retour de Stian Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous trouvez ça vous avez hâte de le revoir sur les sentiers? Moi, c'est plus la réflexion par rapport au fait de toujours garder quand même une forme de recul par rapport aux affaires de dopage, parce que, bon, la vérité, il n'y a que Stian Angermund qui la connaît, mais c'est sûr que si c'est vraiment le scénario de la contamination, tout le monde peut être exposé à ça et ça devait être quand même une situation pas facile à vivre pour lui. Donc, bon, voilà, un peu de retour. Après, maintenant, moi, je trouve qu'il a purgé sa suspension. En plus, on n'a pas l'impression que c'est un scénario où il aurait sciemment triché. Enfin, on ne sait pas exactement. Donc, bon, moi, j'ai hâte de voir s'il va revenir à son meilleur niveau, parce que, bon, il est plus tout jeune non plus et il s'est quand même écoulé quasiment 2 ans. Donc, on verra s'il retrouve son tout meilleur niveau. On suivra ça de près. Et puis enfin, la dernière actu qui a failli nous faire réouvrir la rubrique coup de gueule, c'est peut-être que certains auditeurs, auditrices l'ont vu passer, c'est l'annonce du plus gros projet de la vie d'un aventurier bien connu, qui va être de courir les 7 marathons majeurs dans le monde, dont le marathon de Tokyo, le marathon de Londres, Sydney, New York, et tout ça dans la même année. Et ça nous a fait un petit peu bondir dans l'équipe, car clairement, on estime que nous, personnellement, que ce projet est assez aux antipodes des choses des choses et des valeurs qu'on essaye de mettre en avant, notamment à travers notre pratique du trail, que sont la sobriété écologique et puis le fait de prôner un sport plus local et responsable. Clairement, c'est ce type de projet, pour nous, n'est pas dans l'air du temps, et c'est pas des choses qu'il faudrait continuer de mettre en avant. Donc on espère que Mathieu va contrer ça avec une belle vidéo comme il nous avait fait notamment sur les skis, où il partait à la journée en train, en bus pour aller faire une belle bambée en montagne. On va terminer cette partie actu qui est un petit peu plus longue que d'habitude par les petites actus transferts et mercato. Et je vais demander à chacun des membres de me donner le dernier gros coup mercato qui vous a marqué. On a déjà cité Tom Evans qui a rejoint ASICS, mais je crois, Margot, que une certaine Caitlin Fielder a elle aussi fait parler d'elle dernièrement. Ouais, Caitlin Fielder qui quitte Salomon pour rejoindre Adidas. Je trouve que ça colle carrément bien. Je la connais pas du tout personnellement, j'ai jamais travaillé avec elle, mais dans ce qu'elle montre d'elle, je pense que ça peut vraiment coller avec l'esprit d'Adidas. Donc, hâte de voir comment le fait de faire partie de cette nouvelle famille, comment ça va réagir au niveau de ses performances, qui étaient déjà bien strato l'année dernière avec son templier. Un autre gros transfert du mercato, c'est celui de Francesco Pupi, l'Italien, qui a quitté Nike pour aller vers Oka.
Donc, petit point marquant à noter de ce transfert, c'est qu'il annonce la fin de sa collaboration avec un post hyper respectueux où il remercie la marque et ses collaborateurs. Et puis, sur le post suivant, il défonce un petit peu son ancien équipementier et il explique qu'une des raisons qui l'ont fait changer, c'est une publicité diffusée pendant les JO qui dépeignait les athlètes de haut niveau comme, je cite, n'ayant pas d'empathie, pas de respect, comme étant auto-centré et même maniaque. Et il souligne ensuite que Nike a une définition dépassée de ce que c'est qu'être un winner. Donc je suis un petit peu partagé par la beauté de voir des athlètes engagés par leurs valeurs et puis le côté moyennement classe de partir et de tacler publiquement par la suite. Ouais, c'est pas évident. Après, moi, j'ai pas vu la pub en question, donc je me rends pas trop compte. Mais si on est quand même honnête, le sport de haut niveau, c'est forcément quelque chose qui est un peu auto-centré parce que simplement par l'engagement que ça demande, parce qu'en dehors des sports qui sont pas très bien structurés, où on peut exister un petit peu par une médiatisation, par ses réseaux sociaux, et encore, est-ce que ça, c'est pas auto-centré? Ça reste quand même la performance qui est plébiscitée. Et donc, faut performer, et c'est pas plus compliqué que ça. Et faire de l'excellence personnelle, ben forcément, ça prend beaucoup de temps. C'est un engagement de tous les jours, et on voit que c'est quand même un trait de caractère qui existe chez certains athlètes. En tout cas, que moi j'ai constaté, d'être assez centré sur eux-mêmes. Et je pense que c'est plutôt une qualité pour faire du haut niveau. Et c'est sûrement parce qu'ils ont voilà cette volonté-là de faire du mieux possible qu'ils sont des champions, quoi. Margot, tu voulais réagir? Ouais, moi, perso, j'ai plutôt compris son poste comme une opposition avec les valeurs de la marque et une envie d'exprimer son opinion qu'une envie de tacler son sponsor. Pour le coup, Francesco, il prend quand même souvent la parole sur des sujets qui lui tiennent à cœur, notamment la santé mentale et l'inclusivité dans le sport. Donc, c'est pas comme non plus comme s'il était silencieux tout au long de l'année et que là, au moment où il quitte son sponsor, il sort des folies au moment de son départ. Et en plus de ça, il avait déjà pris la parole sur cette pub au moment où elle était sortie, alors qu'il était encore en contrat avec Nike. Donc, je trouve ça assez courageux de sa part, personnellement, de garder ses valeurs et de réussir à en parler malgré les enjeux économiques qu'il pouvait avoir avec la marque. Donc, je trouve pas ça sorti de nulle part non plus. Ouais, je suis totalement d'accord avec Margot. C'est vrai que Francesco, il s'exprime sur des sujets qui sont parfois un peu touchy pour d'autres athlètes. Et moi, je trouve ça chouette qu'un athlète qui quitte un sponsor le explique clairement et de manière transparente pourquoi il le fait. Ce que font malheureusement, à mon sens, trop peu d'athlètes. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Et si vous n'avez pas vu la pub ou le post de Francesco, je vous invite à aller le voir. Effectivement, la pub, c'est quand même une pub qui semble assez dépassée aussi par rapport aux valeurs qu'on essaye de prôner aujourd'hui dans le sport au niveau de la diversité et de l'inclusivité. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller voir ça si ça les intéresse. On parlait un petit peu de Salomon, de Kathleen Fiedler qui quittait Salomon. Mathieu, tu avais un petit avis sur la marque? C'est pas un avis, c'est plutôt une constatation. On voit qu'il y a quand même un effondrement des effectifs du côté de Salomon. Énormément de départs et très très peu d'arrivées encore annoncées. Ils sont séparés de l'intégralité de leur team national aux US. Ils ont gardé que Courtney comme ambassadeur là-bas. Et ils ont cessé aussi leur collaboration avec notamment une des têtes d'affiche des Golden Trail World Series, la Roumaine Madalina Florea. Donc c'est une stratégie qui semble être vers la réduction des effectifs. Nico, tu voulais compléter ça? Ouais, moi je pense que c'est une stratégie qui préfigure un peu ce qu'on risque de voir dans les prochaines années, une diminution du nombre d'athlètes en parallèle d'une hausse quand même du contrat moyen, ce qu'on semble constater. Alors on ne connaît jamais les chiffres exacts, mais des bruits qu'on entend. Et je pense que ça vient du fait que ce qui est intéressant pour les marques, surtout celles qui sont installées, c'est quand même de jouer devant sur les gros circuits. Donc si on simplifie les Golden, briller sur les finales UTMB, en gros viser des podiums et potentiellement peut-être dans un second temps les championnats du monde tous les 2 ans. Et du coup, pour atteindre ces objectifs-là, il faut cibler quasiment uniquement des gros athlètes. Donc après, on peut débattre peut-être de la formation. Mais moi, je pense que pour les marques qui sont bien installées, plutôt qu'avoir un team qui est gros en nombre de personnes, il faut plutôt se recentrer sur quelques athlètes capables de claquer des gros résultats. Et je pense que c'est à modérer peut-être pour des marques qui viennent dans le trail, qui veulent se faire une petite place, qui sont pas forcément très connues. On voit, je pense l'exemple de Brooks, où c'était pas forcément très connu, et le fait d'avoir un team assez large, ça montre les couleurs. Mais c'est vrai que pour des marques
titre Salomon plus installé, je pense que ce qui comptera, c'est d'avoir des athlètes capables de gagner les plus grandes courses. C'est une stratégie un peu à l'opposé de ce qu'est en train de mettre en place Kraft, puisqu'ils ont enclenché là, le recrutement avec 6 nouveaux athlètes déjà annoncés, avec en tête d'affiche David Sinclair, l'américain. En revanche, dans ces 6 athlètes, il n'y a pas eu une seule féminine, donc ça laisse un peu à questionner l'inclusivité de leur recrutement. Sinon, un autre truc à noter que j'ai vu, et qui va un petit peu à l'encontre de cette rubrique Mercato, c'est David Roche, le phénomène américain, qui ne s'associe à aucun équipementier cette saison, malgré l'année dernière qui a été vraiment époustouflante avec notamment le record à Leadville. Et c'est des performances qui lui auraient probablement permis d'aller chercher un contrat avec 6 chiffres, vu le marché américain. Donc il aime probablement trop sa liberté de choisir ses chaussures, et il n'est pas forcément assez flexible pour suivre les contraintes que l'obligeraient à avoir un gros contrat avec un équipementier. En revanche, il a quand même signé un gros contrat avec le fournisseur nutrition The Feed, avec qui il est en train de monter en collaboration une série YouTube pour nous emmener au cœur de sa préparation de sa saison 2025 qui s'annonce tout aussi folle que la saison 2024. Donc j'ai pas pris le temps de regarder la première vidéo, mais je pense qu'il y a encore des dingueries à étudier là-dedans. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que dans les marques, il y a vraiment des stratégies qui s'opposent. On voit, comme vous l'avez dit, Salomon qui se sépare de beaucoup d'athlètes, Kraft qui en recrute d'autres. C'est assez perturbant, on va dire, de se retrouver dans les stratégies de chacune des marques. En tout cas, on espère juste que les athlètes seront pas lésés et que tout le monde pourra s'y retrouver. On a aussi vu Fred Tranchant, bien connu des pelotons de skyrunning, qui a signé avec Merrell pour que son confrère, par contre, Louison Coiffé, a quitté après une saison assez exceptionnelle. On ne sait pas encore où il va. Il y a des bruits qui courent, mais Louison n'a encore rien annoncé. Et d'ailleurs, ça fait penser à un petit truc, je crois que Mathieu, tu voulais réagir là-dessus, c'est que en fait, on est déjà quasiment fin janvier. Et on a appris beaucoup de départs de teams, et par contre, les annonces de recrutement n'ont pas été encore toutes faites. Ouais, on voit que les annonces tardent à être faites, donc on est un peu à court d'infos à vous donner, en tout cas publiquement. Et ça montre il semble qu'il y a une volonté de travailler sur des belles annonces bien ficelées pour maximiser l'impact de la communication de ces transferts. Donc là, on est un petit peu à court de mercato à vous donner, mais par contre, notamment quelque chose qu'on attend, c'est où vont aller les pépites du feu Team Sidas Matrix. Lucille Germain, Anto Felbert, Simon Pacard, ils n'ont pas encore annoncé leur nouveau équipementier. On a vu Clovis annoncer une collaboration avec Innovate. Le mercato, c'est fini pour aujourd'hui. On vous réserve, on espère, des grosses news dans le prochain épisode, en espérant que les athlètes aient enfin annoncé leur future destination. Et puis, on va pouvoir passer enfin à notre grand sujet du jour. On va parler des agents dans le trail. Et pour cela, on va recevoir Marine Noré, qui en a fait, comme je le disais en introduction, de ses activités professionnelles depuis peu. Est-ce que Marine, tu peux, dans un premier temps, te présenter et puis nous dire un petit peu quelle traileuse es-tu ? Je suis ravie déjà que vous puissiez m'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai plusieurs casquettes et c'est pour ça que je voulais vraiment les définir, parce que finalement, le métier d'agent, il est quand même plutôt large, mais au final, moi, je me définis plus comme athlète et talent manager plutôt qu'agent. Et je pourrais revenir après là-dessus, parce que mine de rien. Et c'est un peu le pourquoi je suis heureuse de rejoindre cet épisode, c'est que on utilise pour moi trop à tout va le mot agent, alors que c'est un mot qui est réglementé. Et ça, je pourrais y revenir plus tard. Mais à côté de ça, je suis aussi chef de projet, je suis consultante en communication et marketing sportif. Et donc, je travaille à la fois avec aujourd'hui 10 athlètes, talents et personnalités du monde sportif et plusieurs marques. Et en tant que pratiquante, je fais de l'athlé. Je pense que j'ai fait l'école d'athlé et je suis licenciée depuis mes 15 ans ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je fais du trail et je vais d'ailleurs être à Val d'Isère, j'espère, sur le format long en juillet prochain. Bon, mais on est ravis de t'avoir dans l'émission, et puis on voulait quand même préciser que cette fois, on a invité une auditrice, mais on l'a quand même choisi plié sur le volet pour être sûr qu'elle ait des infos pertinentes. Et c'est pas une auditrice lambda, c'est quelqu'un qui est déjà dans le milieu, mais vous allez voir, je pense que l'interview va être intéressante. Et donc, pour continuer les questions, moi, je voulais te demander quel a été ton parcours professionnel pour arriver maintenant à avoir ce rôle d'agent, ou plutôt de manager, comme toi tu le définis. Est-ce qu'il y a des formations ou des certifications à avoir ? Alors, dans le milieu du sport, j'ai évolué, je dirais, toujours, mine de rien, au début en tant que salarié. C'est-à-dire que j'ai un master en management du sport. J'ai passé ensuite un certificat en préparation mentale et psychologie du sport, qui d'ailleurs me resserre aujourd'hui finalement dans l'accompagnement 360 des athlètes.
Et après, pendant plusieurs années, je suis rentrée dans le milieu du sport en tant qu'au début chargée de communication. Après, j'ai commencé à reprendre les athlètes chez de nombreuses marques. C'est comme ça que ça a commencé. Et je dirais que le métier finalement de manager, donc plus en interne, donc pas forcément au travers d'une marque, mais plutôt en tant qu'indépendant, ça a commencé parce que les athlètes me disaient, est-ce que tu peux relire mon contrat? Est-ce que tu pourrais me conseiller? Est-ce que tu aurais des contacts? Et finalement, c'est parti au début de, je vais aiguiller des athlètes à côté de mon métier. C'était il y a 2, 3 ans. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, ça s'est vraiment intensifié avec une athlète qui est chez Salomon, donc qui est Anaïs Kemener, 2h28 sur le marathon, qui aujourd'hui d'ailleurs est enceinte, donc est un peu en pause. Et ça a commencé avec elle, et de fil en aiguille, ça a pris trop le pas sur mon métier. Et je me suis dit peut-être que ça vaudrait le coup de faire que ça. Et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir quitter finalement mon activité salariale tout en me professionnalisant donc en tant que manager. Et c'est là que tous les autres athlètes sont arrivés. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un métier, et c'est tout le côté positif, c'est qu'il est hyper accessible. En soi, demain, tout le monde peut se réveiller en se disant, et si je devenais agent/manager? Mais il est quand même mine de rien réglementé. Et là, c'est plus dans le sport fédéral, donc chaque fédération. Et c'est pour ça, quand tu parlais, Mathieu, de certificat, chaque fédé met en place un certificat qui est légiféré par toutes les fédés délégataires, on appelle ça, qui est régi par le code du sport. Et le code du sport dit qu'un agent sportif, c'est un professionnel qui met en rapport contre rémunération 2 parties à la conclusion d'un contrat. Et ça, pour le coup, c'est un certificat qui, du coup, est délégué quand tu passes un examen. C'est un peu comme un concours qui a lieu 1 fois par an pour chaque fédération, que tu dois payer, et qui est sous la forme de 2 examens. Un premier qui est général, et c'est pour ça qu'il est aussi dur à avoir, c'est que tu passes ton certificat, je pense, nous on est sur l'athlé aujourd'hui, le trail, mais tu vas être mis à côté des agents de foot, tu vas être mis à côté du basket, et c'est toujours la première étape qui est la plus dure à avoir. Et une fois que tu as réussi cet examen, tu dois passer une seconde qui est spécifique à ta fédé, donc par exemple à l'athlé, au trail. Et après, donc, tu as cette licence qui te permet de te dire, ah non. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a très peu de licenciés en France, et c'est beaucoup dans le milieu de l'athlé, donc la piste, la route. En trail, je pense que littéralement, personne ne s'intéresse vraiment à ça, parce que on va parler, enfin, je pense que vous en avez déjà parlé, mais pour que la fédé s'intéresse au trail, il va encore se passer pas mal d'années, mais je suis persuadée que ça va finir par arriver. Et pour le coup, moi, je suis en cours de passage de la licence spécifiquement pour Anaïs, parce que pour le coup, les trailers, pour l'instant, on est moins regardés sur cette partie justement contractuelle. Parce qu'en fait, le trail, ça dépend pas forcément de la fédé. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit, pour l'instant, dans le milieu, c'est pas hyper légiféré. Qui a le droit d'accompagner qui, comment? Et alors, non, moi je considérais qu'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est hyper tabou et on n'est pas tous d'accord, c'est que le trail fait partie de la fédé, ce qu'on appelle ça pratique, je sais plus comment ils le nomment exactement au sein de la fédé, mais c'est hors stade, comme ils pourraient mettre le 10 km finalement. Ouais, mais la différence pour moi que je vois, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir un athlète qui va gagner l'UTMB, par exemple, qui n'est pas licencié. Exactement. Alors que Anaïs, pour prendre le cas d'Anaïs, bah, si elle veut aller au championnat du monde d'athlète, elle est obligée d'avoir une licence. Et c'est vrai que tu peux difficilement faire quand même une carrière d'athlète traditionnelle sans licence. Ça va être compliqué, alors que tu peux plus le faire dans le trail, tu vois. On a des grands noms de gens qui ne sont pas licenciés ou qui ont des fois des licences prête-nom parce qu'ils sont proches de certaines personnes et puis ils signent dans leur club ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment ça. Après, est-ce qu'il y a aussi cette notion, c'était une question que je voulais te poser, est-ce que si tu le fais en off, que c'est pas toi qui rentre directement en discussion avec la marque, ça, c'est quand même considéré comme un rôle d'agent. Tu vois, si tu te contentes de parler en off avec l'athlète, d'échanger sur le contrat, par exemple, proposé avec la marque, mais que c'est toujours l'athlète qui discute en direct avec la marque, est-ce que tu as vraiment un rôle d'agent dans ce cas-là, ou est-ce que là, c'est un peu plus borderline? Ce qu'on te demandait de faire au début, quoi, en gros. Non, non, non. Pour le coup, en fait, dès que typiquement il n'y a pas d'argent en jeu ou que ton nom n'est pas inscrit sur un contrat, tu crains rien, typiquement. C'est là où ça devient touchy, c'est quand le nom de l'agence ou le nom de l'agent commence à être dans les contrats. Si finalement c'est du conseil en soi ou que tu es bénévole, parce que c'est pour ça aussi que c'est un choix que j'ai fait pendant quasiment 1 an d'être bénévole pour Anaïs, parce que je voulais prendre aucun risque vis-à-vis de Salomon, parce qu'on me l'avait dit tout de suite. Et c'est par rapport à ce que tu as dit, Mathieu. En fait, la fédé met son étang quand l'athlète est sur les listes ministérielles. En fait, pour moi, c'est ça le point de départ d'une licence d'agent. Et c'est le cas pour toutes les fédérations. Si l'athlète est sur une liste ministérielle, le fait de travailler pour lui et de négocier ses contrats, tu as besoin d'une licence. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le trail, il y a beaucoup d'athlètes qui performent sur des circuits qui sont pas du tout fédéraux. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce métier s'est vachement développé. Et on va en parler plus tard, mais il y a beaucoup d'agences qui, pour moi, sont assez positives, ont des mauvais côtés pour certains aspects, mais permettent de professionnaliser ce sport qui va, je pense, être de plus en plus reconnu.
On parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure justement de l'importance aujourd'hui, quand on voit l'évolution des enjeux, notamment financiers, de l'importance de ce rôle que tu peux avoir auprès des athlètes. Mais est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu, tu parlais d'accompagnement de 360 pour l'athlète, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce truc-là? Aujourd'hui, je travaille avec une dizaine de personnalités. C'est pour ça que j'ai précisé personnalité, parce que c'est pas forcément que des athlètes de haut niveau. Je travaille aussi avec des talents et d'autres personnes. Mais globalement, je dirais que le rôle reste le même. T'es finalement un peu comme une béquille, un pilier qui va être toujours dans un travail de l'ombre. Tu vas finalement en fait travailler sur toute la stratégie de communication. Tu peux aussi globalement être en fait dans la gestion des partenariats, leur mise en place, l'optimisation de l'image, donc ça peut être l'image digitale, ça peut être l'image orale, donc typiquement tout ce qui est gestion des relations presse, tu gères tout le calendrier. Finalement, en fait, tu es un peu comme un assistant. C'est hyper dégradant comme terme, mais finalement, c'est un peu le cas. Et après, tu peux aussi, dans mon cas, moi, j'intègre aussi de la prépa mentale pour avoir été formée dans ce domaine-là. Et après, tu as du management de projet. Donc, typiquement, moi, c'est aussi ce que j'aime. C'est peut-être ce que ferait moi une agence, c'est que je vais aller plus aussi dans vendre un projet de film, vendre un projet quand des athlètes, ils veulent monter des choses communautaires, enfin, tous ces trucs en plus de leur activité. Il y a le suivi sportif, donc il y a aussi toute la construction du staff. Typiquement, pour une Anaïs, mais pour d'autres athlètes, c'est moi qui vais être le référent entre, par exemple, l'entraîneur, entre finalement son prep physique. Je vais être un peu ce manager ou ce chef d'orchestre. Et c'est d'ailleurs, je trouve que c'est ça, en fait, le mot un manager, c'est le chef d'orchestre de l'ombre. Et après, tu as encore plein d'autres missions et que moi, je trouve hyper intéressantes et qui sont encore sous-évaluées aujourd'hui dans notre monde. C'est tout le conseil que je vais faire avec les athlètes où tu as la partie structurelle et juridique. Juridique, donc ça va être faire en sorte de défendre les intérêts de l'athlète, donc relecture de contrat, les accompagner sur tout ce qui est loi et de manière générale dans leur carrière. Et après, il y a l'aspect structurel, c'est les aider à déclarer correctement ce qu'ils gagnent, parce que ça, on pourra en parler, mais le nombre d'athlètes où parfois j'entends des choses où ils me disent, je mets 2 ans à comprendre qu'il fallait que je monte une micro-entreprise ou que comment ça se passe, le défraiement. En fait, c'est les accompagner pour que finalement leur professionnalisation se passe bien. Et toi, tu es toujours cette personne qu'on verra jamais et qui est dans l'ombre. Ouais, moi, je veux réagir par rapport à ça. Moi, je pense que vraiment le rôle de manager, d'agent, peu importe, enfin, l'argent, c'est encadré comme on l'a compris, mais moi, je trouve que c'est vraiment un rôle, entre guillemets, de comment j'installe l'athlète. Alors, moi, je vais plus voir la vision de l'athlète dans sa professionnalisation pour lui permettre ensuite de pouvoir installer son projet sportif avec son entraîneur, avec son prépa physique dans le temps, quoi. Et je pense que c'est souvent la difficulté dans un sport comme le trail, c'est que les contrats sont déjà pas très élevés, mais en plus, tu n'as quand même pas une grande stabilité. Et c'est vrai que le rôle de développement de cette sphère, on va dire, financière, c'est banal, mais en fait, c'est un peu le côté matériel. Pour être professionnel, il faut avoir des revenus. Ben, je pense qu'il est vraiment très important, vraiment là-dessus, quoi. C'est pas forcément que pour aller gratter un peu plus d'argent sur les contrats, mais c'est avant tout pour créer un environnement où l'athlète il peut mettre au cœur de sa vie son projet sportif qui va le conduire, il l'espère, vers des performances. Et pour moi, c'est ma vision, mais le développement de l'image, tout ça, c'est avant tout pour aussi créer une stabilité dans ton parcours professionnel d'athlète, parce que quand tu as que la perf, ben, si tu es plus performant, tu disparais, alors que si tu as à la fois ton image plus la partie sportive, ton projet est beaucoup plus stable, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, tu as dit un terme que je trouve hyper intéressant et je pense que c'est tout l'objectif de nos métiers, en tout cas du mien et des gens qui font la même chose, c'est de délester les athlètes de tout ce qui peut être contraignant pour lui permettre uniquement de se concentrer sur ce qu'il sait faire mieux que moi, performer. C'est-à-dire que moi, tu sais, cette partie-là, je peux pas la faire à sa place. Par contre, toutes les choses qui, pour le coup, peuvent être délétères, peuvent être casse-pieds, de la charge mentale, en fait, tu le décharges de tout ce qui est trop lourd. Et effectivement, tu lui permets aussi d'aller, comme tu dis, professionnaliser sa pratique en lui permettant de vivre correctement de son sport. Et dans le trail, je pense qu'il y avait beaucoup à faire ces dernières années et le train est en marche et ça va faire qu'augmenter, que évoluer. Moi, j'ai une question pratique sur le métier d'agent et la rémunération. Toi, tu fonctionnes comment? En fait, tu prends des pourcentages sur les contrats que tu fais signer aux athlètes ou est-ce que tu vends une presta globale d'accompagnement sur l'année? Ça fonctionne comment? C'est assez différent et je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Je fonctionne de 3 manières, c'est-à-dire que j'ai soit des fixes mensuels, donc là on va plutôt être sur les talents, parce que pour le coup c'est moins de la commission parfois. J'ai pour les athlètes, et c'est pour ça que je disais qu'il y a 2 façons différentes, c'est que quand tu es affilié à la Fédé, donc je vais prendre l'exemple d'Anaïs, chaque Fédé fixe un pourcentage maximum, et pour la Fédé d'athlètes, il est fixé à 10%. Hors cadre fédéral, tu le fixes à la somme que tu veux et d'un manager à une agence, ils sont différents. Et après, typiquement, j'ai encore le cas des missions sur devis. Donc là, c'est par exemple pour les marques où là, tu as des contrats, tu as des prestations
qui dépendent de la mission, qui dépendent typiquement quand un athlète, il te prend. Moi, j'ai aussi toute la partie direction artistique, graphisme. Donc, j'ai des fois des missions qui sont hyper variées où un athlète va me dire, moi, je veux faire un site. Là, je vais lui faire un devis pour la mission qu'il me demande, qui va parfois être détaché de la commission que je peux prendre sur ses contrats ou sur, par exemple, le fixe. Si en plus, et c'est le cas par exemple d'un Thibaut Barognan, me demande de gérer sa com. Voilà, en gros. Donc, tu as plein de modèles de rémunération qui sont, je dirais, assez variés. Mais juste pour qu'on soit d'accord sur la partie réglementation, demain, admettons que je veuille monter ma petite auto-entreprise de manager auprès d'athlètes, je peux le faire et m'intégrer dans les contrats que peuvent signer les athlètes avec des marques et préciser. Alors, est-ce que c'est précisé dans le contrat ou pas, ou c'est en direct avec l'athlète, mais que je prends un tel pourcentage sur la collaboration que j'ai avec l'athlète? J'ai envie de te dire, ça dépend de l'athlète. Si, comme je l'ai dit, c'est un athlète qui pour moi est très très lié à une fédé, ben, c'est touchy et c'est à tes risques et périls. C'est-à-dire que le jour où il te rattrape, après, tu pourras en fait, la loi, c'est si un jour tu te fais attraper, tu pourras plus jamais passer la licence. C'est un peu comme si tu avais une interdiction. Après, pour un athlète, typiquement, je te prends un exemple, un gars qui est sur un circuit Golden Trail Series ou une nana qui est sur des circuits UTMB et qui est pas du tout licenciée d'une fédé, en soi, tu peux très bien. Il y a aucune formation il n'y a pas besoin d'un diplôme pour du jour au lendemain te dire j'accompagne des athlètes ou un jeune. Franchement, en soi, tu peux le faire du jour au lendemain. Et après, effectivement, tu es intégré, ça c'est des choix. Tu as des agences qui, par exemple, vont faire des contrats où tu es exclusif, donc tu es un agent exclusif et tu es dans tous les contrats. Moi, j'ai le cas de plein d'athlètes, donc par exemple une Marianne Hogan ou un Thibaut Barognan, où je suis sur des exclusions, c'est-à-dire que je vais pas gérer tous leurs contrats, c'est-à-dire que je vais en gérer que certains. Et je sais que les agences font ça aussi parfois. Elles ont tout, parfois que certaines parties. Ça dépend en fait, vraiment. Très bien, très clair. Théo, tu voulais poser une question? Ouais, bah déjà, merci Marine de nous avoir présenté tout ça. Je comprends tout l'intérêt d'un manager quand on voit la complexité administrative et financière en France pour y être confronté. C'est vrai que c'est un vrai chantier. Avoir quelqu'un qui nous aide là-dessus, ça doit être vraiment un plus. Et je voulais savoir, est-ce que tu mettais des choses ou est-ce que tu préparais des choses pour l'après-carrière des athlètes une fois que eux, ils ne seront plus performants au haut niveau? Oui, alors pour le coup, j'ai un très bon exemple avec. Je vais pas citer son nom parce que ça ferait vous donner des indices sur la suite, mais disons que j'ai une personne en particulier où on en discute souvent et on pose des billes, c'est-à-dire qu'on met des œufs dans plusieurs paniers en se disant, voilà, dans quelques années, on sait ce qu'il aimerait faire. J'ai la même chose pour une autre personne, là pour le coup, je peux la citer, qui est enceinte. C'est hyper important finalement de construire, et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de carrière, c'est que la carrière, c'est pas qu'à travers le haut niveau, ça peut être aussi sur tout ce qui va être derrière. Et ça, en gros, c'est un objectif long terme qu'on va fixer ensemble et où c'est le plan C dans quelques années. Donc oui, non, complètement. Ok, merci. Et Mathieu, toi, tu as rejoint une agence, donc Fresh Touch pour la citer, il y a quelques années. Donc c'est une agence spécialisée dans la gestion d'images, de talents et de personnalités. Donc ça peut s'assimiler un petit peu à ce que fait Marine. On l'a vu, qui est très très présente dernièrement. Elle a recruté énormément de trailers influents du milieu. On l'a vu avec Théo Détienne, Thibaut Garivier ou encore Blandine Lirondelle. Je pense que beaucoup de nos auditeurs et auditrices se posent la question du rôle que joue cette agence auprès des athlètes comme toi, Mathieu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et toi, concrètement, comment ça se passe avec eux? Mais en fait, quand moi j'ai rejoint l'agence, il y avait 3-4 athlètes. Et c'est vrai que là, en 2024, ils ont vraiment accéléré la machine et ils ont signé un nombre incalculable de talents du trail. Donc Théo Détienne, Anthony Felbert, Blandine Lirondelle, Grégoire Curmer. On a vu aussi Gédéon Pocha, un petit peu à l'international, même en Espagne, Pau Capel, Arthur Joyeux-Bouillon, Mathieu Blanchard, Thibaut Garivier récemment, Aurélien Dunant-Palas. Donc ça fait vraiment une grosse industrie de l'accompagnement des athlètes. Ça fait un petit peu penser à ça. Et en fait, leur rôle, c'est d'aider à négocier les contrats et puis aussi à trouver des sponsors. Si toi, tu as un projet à vendre et que tu as une idée de projet et que tu cherches du financement, ils vont pouvoir t'aider parce qu'ils ont des contacts. Et ils prennent le relais aussi quand il y a des nouvelles marques qui nous contactent pour essayer d'établir une collaboration qui soit le plus bénéfique pour tout le monde quand les athlètes n'ont pas forcément le temps. Et puis, il y a une deuxième partie où c'est eux, en fait, qui vont apporter aussi de nouvelles opportunités où là, ils répondent à des appels d'offres d'influence dans le milieu pour ensuite mettre en relation les marques qui ont qui ont des projets de campagne d'influence et du coup de poser leur talent sur ces campagnes-là. Et donc, moi, l'an dernier, j'ai dû faire deux, trois projets grâce à leur accompagnement. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, je suis
assez établi dans le milieu du trail pour que s'il y a des marques du trail qui veulent travailler avec moi, elles peuvent me trouver et me contacter. Par contre, l'opportunité un petit peu plus supplémentaire que j'ai en étant si Fresh Touch, c'est la possibilité de trouver des marques hors milieu du trail, car ils répondent, comme je disais, régulièrement à des appels d'offres et du coup, ils peuvent m'apporter un petit peu des projets. C'est avec des marques lesquelles je n'aurais pas forcément lié à la base, mais si on se retrouve sur certaines valeurs, on peut faire des campagnes et du coup, moi, je peux augmenter un petit peu mes revenus grâce à ça. Il se passe que en fait, moi, ça m'a pas énormément aidé parce que j'ai refusé beaucoup de projets, parce que j'ai une éthique qui est assez forte, on va dire, et du coup, il y avait quand même pas mal de campagnes et d'opportunités qui faisaient pas énormément de sens pour moi. Donc, j'ai dû les décliner. J'aurais pu augmenter un petit peu plus mes revenus, mais en fait, je préfère rester concentré sur ma démarche d'athlète plutôt que d'aller faire le clown à droite à gauche pour augmenter mon influence ou aller faire des petites missions pour prendre des cachets. Donc en fait, c'est un accompagnement qui pour l'instant m'a pas énormément apporté, mais là, on est en train de monter des projets pour 2025 et j'espère pouvoir arriver à faire des choses qui font du sens et qui restent alignées avec mes valeurs en profitant de leur support pour avoir des contrats qui soient optimaux. Maintenant, il faut prendre un petit peu de recul sur la démarche de ce qu'est en train de faire Fresh Touch. Je me pose un petit peu la question sur la capacité à aider autant de monde en même temps dans le milieu du trail. Est-ce que le marché il est suffisamment en croissance pour qu'il puisse être rentable et aider tout le monde en même temps? Ce qu'ils espèrent faire, c'est pour arriver à élargir les sources de revenus des trailers en apportant des marques en dehors de la sphère du trail, un peu comme ce qui se fait dans le cyclisme, où en fait, c'est des acteurs qui n'ont rien à voir avec le vélo, qui investissent dans le sport pour la visibilité. Donc, c'est un peu le projet qu'a envie de faire Fresh Touch et ils ont envie d'être les premiers là-dessus, enfin, en tout cas, d'avoir plus de monde pour essayer un petit peu de gérer ce marché. Donc, on va voir comment ça va fonctionner sur la suite. Ouais, non, moi, je voulais réagir un petit peu sur le fait que je trouve qu'il y a un peu un mélange des genres entre les athlètes et les influenceurs. Pour moi, un athlète, il peut influencer par la construction de son image, aussi par sa performance, mais je pense que c'est quand même important, et c'est un peu le problème du trail parce que c'est pas très bien structuré, mais que des fois, on a du mal à faire la différence entre un athlète, alors souvent ils sont tous athlètes parce que si tu pratiques, t'es athlète, mais quelqu'un qui fait vraiment des perfs qui sort de la norme avec quelqu'un qui va faire des perfs honnêtes, mais qui va avoir une grosse communauté et qui va être assimilé à un athlète de haut niveau, à un athlète qui fait de la performance parce qu'il est très visible. Et je trouve que c'est important quand même qu'on arrive à garder cet équilibre parce que moi, j'ai toujours pensé, alors c'est peut-être mon expérience et j'avais sûrement mes limites mentales et tout, mais faire du haut niveau et faire de l'excellence personnelle, c'est un métier vraiment parce que certes, on ne s'entraîne pas 50 heures par semaine, mais faire 25 heures d'entraînement en donnant le meilleur de soi-même, mentalement, c'est épuisant et qu'en fait, avoir nécessité de faire de l'influence en parallèle et tout, bah, je pense que parfois c'est limitatif aussi pour son projet sportif parce qu'on a X billes mentales dans une semaine et si on en a 100 et qu'on en crame 40 dans quelque chose qui est extérieur à un autre sport, et ben on en aura moins pour aller chercher loin sur certaines séances d'entraînement. Donc là, c'est là aussi le rôle, je pense que Marine peut rebondir là-dessus, mais le rôle aussi des agents, des managers, c'est aussi de décharger, comme on l'a dit tout à l'heure, là-dessus pour que le sportif, celui qui fait de la tête, qui fait du sport de haut niveau, alors comme je dis, on ne choisit pas d'être sportif de haut niveau, mais c'est le haut niveau qui nous choisit, il soit focus là-dessus. Et c'est vrai que c'est ce qui manque quand même, je crois, aujourd'hui dans le trail, c'est que c'est difficile d'être focus et d'être 100% que athlète, quoi. Parce que sinon, t'as un peu, je pense que je suis un bon exemple, j'ai eu des résultats qui ont été pas mal dans ma carrière, mais j'ai jamais été très influent non plus parce que c'est jamais quelque chose que j'ai construit. Et dans certains sports, ça aurait suffi parce que la performance te permet d'être visible parce que c'est ce qui est mis en avant, mais dans un sport comme le trail, faut co-construire à la fois sa perf et à la fois son image, quoi. Toi, Marine, avant de te lancer sur Fresh Touch, est-ce que tu penses des agences? Comment tu vois ça et comment tu conseilles un petit peu tes athlètes par rapport à ce que vient de mettre en évidence Nico, l'équilibre entre justement, il faut être un athlète et être performant, mais d'un autre côté, pour pouvoir négocier aujourd'hui des gros contrats dans le monde du trail, il faut être aussi influent sur les réseaux. Toi, comment tu conseilles un petit peu les athlètes autour de ça? Écoute, je vais avoir un exemple qui va vachement parler à Mathieu, parce que pour le coup, je pense que quand l'épisode sortira, il aura été annoncé, j'accompagne qui est un athlète qui rejoint le team Brooks. Et c'est un sujet qui est constamment autour de nos discussions parce qu'il me dit toujours « Ah, mais moi, j'aimerais bien essayer de devenir un Mathieu, mais c'est pas inné pour moi, je sais pas faire de communiquer comme ça. » Ouais. Et mine de rien, je conseille souvent les athlètes en disant que malheureusement,
c'est un fait, ils sont obligés de devoir trouver un équilibre entre la partie perf et la partie com, parce que aujourd'hui, mine de rien, quand tu veux négocier un contrat, et moi je le vois en tant que manager, un athlète à perf égal, celui qui est plus communicant va forcément avoir un contrat beaucoup plus élevé que celui qui est à côté, et ça c'est malheureux, mais ils le savent. Et du coup, on essaye plus de les éduquer en disant que c'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est un travail que je vais faire avec Brooks. Mathieu, t'es peut-être même pas d'ailleurs encore au courant, mais je le fais déjà pour Compressor, mais c'est de finalement aider les marques pour accompagner les athlètes dans ce sens-là, en les formant et parfois même en les déléguant. Et je vais donner même l'exemple d'une athlète pour qui je travaille, donc c'est Marion Delespierre, qui finalement est chez On, et en fait, elle aime pas ça, donc en fait, elle se fait aider. Et aujourd'hui, il y a plein d'athlètes qui se disent, plutôt que de mal faire, je vais demander de l'aide. Et au final, ça se passe très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les conseille plutôt dans ce sens-là. Si t'aimes pas ça et que vraiment c'est une contrainte et que c'est une charge mentale, comme l'a dit Nico, qui peut avoir un impact négatif sur tes performances, aujourd'hui, il y a plein de gens dont c'est le métier de pouvoir les accompagner sur cette partie-là. Du coup, toi, Marine, tu nous as quand même bien détaillé ton métier et on palpe quand même très bien ce que tu fais et la différence avec une agence, une usine comme Fresh Touch. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la différence, toi, que tu vois dans ta pratique de ton métier entre la différence pour un athlète, en fait, de bosser avec toi ou de bosser avec une agence? Comment est-ce que ça se ressent pour l'athlète? Pour être tout à fait transparente, et c'est important quand même de le préciser, je pense que les indépendants versus les agences s'entendent très bien, et pour le coup, je le résumerai d'une manière simple, c'est qu'on fait pas le même métier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement différent. Une agence offre énormément d'opportunités aux athlètes parce qu'elles vont aller chercher des marques sur lesquelles elles ont un énorme réseau, il y a du financier. Le métier de manager, c'est plutôt un métier, et j'en parlais récemment avec Benjamin Moliens, qui s'est lancé avec pas mal d'athlètes Scott et des triathlètes. En fait, on a plutôt un rôle de babysitter qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, une agence va t'apporter des opportunités. Un manager va gérer ta vie. Et c'est deux choses diamétralement opposées. C'est-à-dire que moi, il y a pas une journée où je vais pas parfois gérer les rendez-vous médicaux d'une athlète parce qu'elle est enceinte. Je vais parfois être la psy. Enfin, en fait, c'est vraiment différent. Et je pense d'ailleurs que Fresh, de par la quantité d'athlètes qu'ils ont, tu peux pas arriver à un tel niveau de management parce qu'en fait, déjà, ils ont pas, je pense, les ressources internes suffisantes. Et parce qu'en fait, on fait pas le, moi, je suis plutôt sur de l'humain et finalement de l'accompagnement général avec les contrats, mais c'est encore une différence. Donc, je pense que c'est pas le même métier. Et pour un athlète, ça va dépendre du caractère. C'est-à-dire que j'ai des athlètes qui me diront, j'ai testé le modèle de l'agence, ça me convient pas. Ou versus, d'ailleurs, ça arrive souvent, il y a des athlètes qui font les deux. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des sujets, avec des agences, et à côté, ils ont un manager. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et aussi, selon le caractère, les athlètes vont naturellement aller vers le truc qui leur correspond. T'en as qui sont hyper autonomes. Je prends l'exemple d'un Thibaut Garivier. Avant, c'était Charlotte qui l'aidait. Aujourd'hui, elle a plus le temps. Mais mine de rien, lui, c'est quelqu'un qui sait très bien se débrouiller et qui a juste envie de déléguer de la gestion des contrats. Et du coup, une agence lui va bien parce qu'il a pas envie, il a pas besoin de quelqu'un au quotidien pour l'accompagner sur tous ces sujets. Top. Mais du coup, on comprend un peu mieux ton rôle. Et effectivement, résumer ton rôle à un simple rôle d'agent, entre guillemets, ça sera un peu réducteur. À contrario de la collaboration que Mathieu a avec Fresh Touch, où là, on est clairement sur un métier d'agent. Donc, Mathieu, tu peux peut-être en reparler un petit peu plus, mais toi, chez Fresh Touch, en fait, tu as une personne qui est dédiée à toi et genre un relais principal et qui va t'aider justement à négocier ou à trouver des contrats, c'est ça? Ouais, c'est comme je disais, souvent ils viennent avec des idées, des propositions parce qu'ils ont des marques et des projets à développer. Et sinon, si moi j'ai une marque qui me contacte, qui veut collaborer avec moi, mais que du coup j'ai pas le temps d'aller négocier, de monter le projet, on travaille avec Fresh Touch dessus pour monter des choses qui font du sens, quoi. Et ouais, il y a un relais, un agent qui travaille au sein de chez Fresh Touch qui m'accompagne sur ces sujets. Ok. Et Marine, pour terminer un petit peu sur le sujet, comment tu vois émerger ce métier-là d'agent / manager et quelle importance il va avoir dans le futur quand, je le disais tout à l'heure, on voit que les contrats commencent à grossir, les enjeux financiers deviennent de plus en plus importants, donc l'accompagnement de l'athlète autour de ça devient un petit peu indispensable. Comment tu vois ça et comment tu visualises ça dans le futur un petit peu? Je pense que dans le futur, ça va devenir essentiel. On va parler par exemple d'un Baptiste Chassagne qui s'est retrouvé face à de nouveaux gros contrats. On va parler par exemple d'un Jimmy Gressier qui se retrouve avec des énormes sommes qui lui sont proposées. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'un athlète maintenant est capable de gérer ça tout seul. C'est impossible. On ne peut pas tout faire. Enfin, moi, je pars du principe que c'est important en fait finalement de s'entourer et d'où l'émergence de ce métier-là. Après, c'est vrai que ce qui me fait un peu peur et c'est là où je peux parler de Fresh, c'est qu'à la fois je trouve ça hyper positif que ce métier se développe. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que
je suis une femme dans un milieu d'hommes et vraiment d'hommes, pour le coup, où j'ai parfois le sentiment d'être un mini poisson à côté d'énormes requins, mais moi j'en fais presque une force en me disant que j'ai d'autres atouts, typiquement l'humain, qui est pour moi hyper important. J'ai envie limite que ça se développe pour qu'il y ait de plus en plus de gens comme moi qui apparaissent. Les dérives, c'est effectivement que typiquement dans le cadre d'une agence, on peut se retrouver avec des moitiés athlètes, moitiés influenceurs, et ça c'est peut-être quelque chose qui me dérange davantage, où on va se retrouver avec des marques qui parfois vont demander des choses à des athlètes où ça va un peu choquer. Et en fait, c'est comme dans tout milieu, les premiers temps, ça va toujours déranger quand un milieu se développe parce qu'on se dit, bah, c'était pas comme ça le trail. Typiquement, un athlète qui te parle d'Ilek, de L'Oréal, ou une, hein, de marques qui n'ont rien à voir avec le trail, sur le moment, t'es en mode, ah, la vache. Mais je pense que malheureusement, on va devoir s'adapter parce que c'est un milieu qui grandit et que les acteurs du trail, donc les marques actuelles, elles n'ont pas les moyens encore aujourd'hui versus d'autres marques qui les amènent. Donc après, ça va faire qu'il y a tous ces métiers qui vont arriver. Juste, je pense que sur le long terme, il faut que ça se structure et que on fasse attention parce qu'on parle quand même d'argent. On parle de, typiquement, quand on représente une personne, c'est comme si tu étais mandataire pour cette personne. Et du coup, si ça se structure pas, ça veut dire que demain, tout le monde pourra s'inventer agent/manager et en fait négocier des sommes où je trouve que c'est là où c'est borderline et c'est là où il va falloir que ça se structure, ça se réglemente parce qu'on peut pas juste représenter quelqu'un sans qu'il y ait des règles derrière. Enfin, voilà, je pense, j'attends juste que ce milieu se développe et en même temps qu'il y ait des règles qui arrivent pour que ça soit pas le fourre-tout et le bazar de tous les côtés et que des gars se réveillent le matin ou des nanas en mode ouais, demain j'ai envie d'être manager, c'est super cool. Parce qu'en fait, j'ai envie de leur dire bon courage, c'est pas un métier qui est non plus toujours facile parce qu'en fait, c'est un métier de tous les jours. Je pense que Oui, et puis ça peut être, enfin, pour le coup, il faut être assez expert en droit, notamment pour arriver à négocier correctement les contrats. Pour avoir fait du droit à la fac, je peux vous dire que c'est littéralement imbitable comme matière. Donc c'est sûr que déjà, ça peut être assez discriminant pour certains de se mettre dans ce truc-là. Et effectivement, comme tu l'as bien précisé, et ben il y a des formations qui encadrent ça et une réglementation, donc faut faire attention, et notamment aux athlètes aussi un peu plus jeunes, leur conseiller de pas se laisser avoir par une personne qui pourrait leur promettre monts et merveilles. En tout cas, j'espère que l'interview, la discussion avec Marine vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram. Marine pourra, je pense, aussi y répondre si des questions lui sont dédiées. On va pouvoir passer à la suite de l'épisode et une petite rubrique spéciale qu'on vous a réservée. On a décidé de vous partager ce que chaque membre de l'équipe attend avec impatience pour cette année 2025. Et on va commencer notamment par Nico. Qu'est-ce que tu attends pour cette année ? Moi, je voulais savoir quand est-ce que je vais pouvoir battre Alex sur une course, ou est-ce que je vais devoir me déplacer dans le Cantal où il fait beau 2 fois par an. J'étais obligé d'y aller pendant 5-6 ans avec l'équipe de France, donc... L'année dernière, t'as fui le combat au Templier, t'aurais pu me battre d'ailleurs, vu que j'ai bâché. T'as laissé passer ta chance, je crois. Hein. C'est vrai. Écoute, on se retrouvera, Nico, j'espère. Cette année, si c'est pas cette année, ce sera les années prochaines, mais effectivement, ça annonce. Mais après, je vais être à la retraite, moi. Mais non, t'es immortel, Nico. Ouais, je ferai du sport encore quelques années, j'espère. Plus sérieusement, qu'est-ce que t'attends avec impatience ? Je crois qu'il y a des mondiaux qui vont t'intéresser particulièrement. Bah moi je suis très curieux alors je suis pas très satisfait de la date des mondiaux par rapport à l'UTMB. J'aurais préféré que les mondiaux restent à par exemple la date de 2023 à début juin où ça avait quand même bien joué le jeu, j'ai l'impression, du côté des athlètes, et la date me paraissait bien. Bon, le fait est que ce ne sera pas le cas cette année, donc du coup, je suis assez curieux de voir. Ça va être un vrai test pour le championnat du monde, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les finales UTMB sont quand même l'événement phare du milieu du trail aujourd'hui. Donc, voir si le championnat du monde va vraiment trouver sa place, être bien joué par les gros athlètes, puisque bon, il a quand même lieu que tous les 2 ans, donc ça permet quand même aux athlètes de ne pas être focus sur les championnats du monde chaque année. Donc curieux de voir, on sait déjà en France, alors même si les critères ne sont pas encore officiels, mais les bruits ont couru qu'on ne pourra pas participer à une finale de l'UTMB et au championnat du monde. Donc, la participation ou la non-participation au championnat de France sera déjà un choix de la part des athlètes et une indication. Mais ouais, je suis assez curieux de voir comment vont se positionner les athlètes entre les 2 événements. Et voir aussi s'il y a une différence entre des pays qui jouent le jeu, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, globalement, qui ont toujours un peu joué le jeu des championnats internationaux versus des athlètes de plus petits pays qui, souvent, on le sait, sont pas trop soutenus par leur fédération et qui doivent parfois venir à leurs frais sur le championnat du monde.
Ouais, on peut juste préciser, alors les critères, comme tu l'as dit, sont pas officiellement sortis, mais que Thomas Cardin, champion d'Europe 2024, et Clémentine Geoffrey, championne d'Europe 2024, sont d'ores et déjà qualifiés pour les mondiaux de trail court. Donc les deux, en tout cas Thomas Cardin a annoncé qu'il participerait pas au championnat de France cette année. En parlant de championnat de France, Mathieu. Eh ben, ouais, le championnat de France, c'est un événement que j'attends avec impatience cette année. Ça fait 2 ans que je le prépare et que je me rate à chaque fois, que ce soit sur la prépa ou sur la course en elle-même. Donc, cette fois, en 2025, là, j'arrive avec une prépa très, très correcte à plat. Mais il semblerait que je suis complètement con puisque cette année, on aura une boucherie alpine au programme et pas un France roulant. Est-ce que ça va marcher? Réponse dans 6 mois, mais moi, j'ai très hâte d'y être. Margot, qu'est-ce que tu attends avec impatience? Bah, moi, c'est Courtenay sur l'UTMB, hein, plutôt classique, mais bon, sa très très probable 4e victoire me donne vraiment hâte d'y être. Elle égalerait les 4 victoires de François et de Kylian. Elle s'approcherait des 5 victoires de Lizzie Ocker, même si bon, elle a plus rien à prouver. On sait très bien que c'est elle la plus grande. Mais ouais, un UTMB avec Courtenay, c'est quand même cool. Et j'ai bien hâte d'y être. Et puis même toute sa saison va être assez chouette à suivre, avec son 400 bornes à Flagstaff et le Lavaredo en juin et l'UTMB, encore un enchaînement qui donne envie de suivre, quoi. Théo? Personnellement, j'ai hâte de voir la composition de l'équipe de France. Il y a tellement de concurrence pour porter le maillot tricolore que on se demande qui va avoir cet honneur d'aller en Espagne. Et puis, ce sera l'occasion de reconfirmer la domination européenne et mondiale française sur le trail. Toi, Marine, t'es plutôt mondiaux, UTMB, t'es plutôt quoi pour 2025? Moi, je crois que je vais pas être très originale, mais je crois que j'ai vraiment hâte de savoir quels vont être les choix stratégiques, parce que j'entends beaucoup d'athlètes qui sont encore hyper indécis sur le choix entre UTMB / mondiaux, parce que ça va être une énorme boucherie, et même les France, en fait, de base. Comme disait Mathieu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des France comme ça. Donc moi, je suis plus curieuse, en fait, finalement, du choix stratégique qui va être fait et de voir à quel point, entre guillemets, on peut aussi être surpris, je dirais, par certains athlètes. Ouais, moi personnellement, au-delà du choix des athlètes, je vais être très attentif au choix de la Fédé, parce que encore une fois, on l'a dit, même si les critères sont pas sortis de sélection, on peut estimer que les 6 premières places des championnats de France vont être sélectives, puisque il y a 6 athlètes par course qui vont pouvoir être sélectionnés. Maintenant, est-ce qu'ils iront jusqu'aux 6 premiers des France, ou est-ce qu'ils iront sélectionner par exemple un Mathieu Blanchard qui ferait la Hard Rock et voilà, c'est toute la question moi que je me pose au-delà du choix des athlètes. J'ai hâte de voir quels seront les choix de la Fédé. Mais sinon, de mon côté, ça va être surtout le duel tant attendu entre Vincent Bouillard et Kylian Jornet Chianti qui arrive très récemment. Donc d'habitude sur la période hivernale, on n'a pas de gros événements croustillants à se mettre sous la dent, mais là avec Chianti ça va être assez hallucinant, avec potentiellement un invité surprise qui sera, on l'espère, Baptiste Chassan, qui aimerait lui aussi, comme Vincent et Kylian, aller chercher son golden ticket pour la Western States, et puis bien sûr en découlera sûrement l'une des courses les plus relevées de la saison, la Western, avec déjà annoncé Jim, David Roche, dont on a beaucoup parlé, et puis on l'espère Kylian et Vincent, et sûrement d'autres coureurs américains, tous plus rapides et fougueux les uns que les autres. Allez, on va pouvoir terminer cet épisode comme d'habitude avec nos petites recos et nos coups de cœur, à commencer par Théo. Ouais, moi j'aimerais mettre en avant le podcast d'un confrère kiné, Julien Stouric. Son podcast, ça s'appelle Objectif Performance. Il invite des kinés, des coachs et des prépas physiques depuis plusieurs années, et le contenu est vraiment de très très grande qualité. J'ai cru comprendre dans un de ces épisodes qu'il n'avait pas le choix de diminuer le rythme du nombre d'épisodes par mois, parce que ça lui prenait trop de temps et qu'il était tout seul. Alors je vous conseille vivement d'aller écouter certains épisodes, et surtout de mettre 5 étoiles pour le soutenir. Ça peut être aussi un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite, et puis de s'abonner sur ses réseaux sociaux. Et en tant qu'auditeur, on ne se rend pas forcément compte de la charge de travail que ça peut prendre pour sortir simplement un épisode. Alors de tenir un podcast sur plusieurs années, c'est vraiment très exigeant. Ouais, par contre, on va pas faire de la pub à tous les autres podcasts, parce que sinon les gens ils auront plus le temps de nous écouter. Nico, ta petite reco. On continue sur les podcasts.
parce que nous, par ici, on aime la concurrence, ça fait grandir. Il n'y a pas tant de choses que ça non plus dans le milieu du trail. Je pense que si on est passionné, on a le temps d'écouter ça. Moi, je vous recommande l'un des derniers podcasts de Let's Trail qui s'appelle Tester les trailers avec les excellents Rémi Rivet et Docteur Antoine Godin. J'ai eu la chance d'assister à sa soutenance de thèse et il a brillamment soutenu avec une grande qualité, donc c'était vraiment sympa. Pour en revenir au podcast, bon, c'est assez technique, ça sera plutôt pour les gens pas passionnés, mais il y a vraiment pas mal de réflexions autour de la thématique, donc comment on teste les trailers, des tests terrain, des tests en labo, et puis plus globalement sur le monitoring, sur comment on évalue la progression de l'athlète. C'est un épisode que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter, donc je vous le conseille. Margot, une petite reco YouTube, je crois. Ouais, moi, je vais vous parler d'une chaîne YouTube, c'est celle de Maximilien Drion, que vous connaissez très probablement. C'est un trailer très costaud l'hiver et il fait du ski alpi aussi pour l'équipe belge en hiver. Donc trailer très costaud, il fait quand même champion d'Europe en 2022, 6e au marathon du Mont Blanc en 2023 je crois, et il a une chaîne YouTube sur laquelle il poste assez fréquemment depuis un mois. Il a déjà posté 3 vidéos sur sa saison de ski alpi et notamment la Coupe du Monde à Courchevel et à Shadag en Azerbaïdjan. Donc c'est super cool de voir l'intérieur de ce sport et c'est vraiment chouette à suivre, donc c'est ça que je conseille. On rappelle, Mathieu, que tu avais fait une petite vidéo avec Maximilien, c'est sûrement toi qui l'as inspiré pour lancer sa carrière de youtubeur. Ouais, je lui ai donné quelques petits conseils et je suis vraiment surpris de la qualité qu'il arrive à faire sur ses vidéos pour quelqu'un qui se lance dans YouTube, donc je vous recommande aussi d'aller voir sa chaîne. Et sinon, ma recommandation, c'est à la fois la concurrence directe, donc c'est les podcasts à l'international. Nous on va direct sur la concurrence pour aller taper les meilleurs, mais là cette fois j'ai vu un épisode qui est sorti un petit peu du lot et qui m'a semblé intéressant de partager pour faire écho à mon petit billet d'actu sur le retour de Stian à la compétition. Si vous voulez comprendre en profondeur l'histoire de ce qui est arrivé à Stian depuis son point de vue, donc évidemment c'est l'inverse d'une enquête à charge, je vous invite à aller écouter le témoignage poignant qu'il a fait au micro de Dylan Bowman dans le podcast Free Trail. Donc c'est en anglais par contre, mais c'est relativement facile à comprendre comme c'est pas sa langue maternelle. Moi j'ai trouvé que c'était assez compréhensible et donc Dylan Bowman nous fait encore une fois une masterclass d'interview. Il est vraiment très très fort, un grand passionné. J'adore son podcast et plus largement son média Free Trail qui rassemble les plus gros geeks du trail à travers le monde. Donc c'est un peu une inspiration peut-être pour ma reconversion, mais en tout cas l'épisode avec Stian, je vous invite à aller l'écouter. Marine, est-ce que tu aurais une petite reco à partager à nos auditeurs et auditrices ? Oui, elle va un peu être différente de vous, ça sera pas un podcast, mais je vais faire la pub d'une personne que j'aime beaucoup et qui je pense peut être un outil hyper cool pour pas mal d'athlètes, mais même des sportifs amateurs. C'est les contenus d'Anne Fourier de Happy Perf, qui a aussi un programme en ligne et personnellement je suis sa première prescriptrice. Enfin, pour le coup, je pense qu'on doit tous un peu investir sur soi parfois et en tout cas pour les athlètes et même juste pour tout coureur, c'est une nana incroyable et je pense que elle a de l'avenir. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur ses contenus, c'est très très chouette. Qui en plus habite dans le Cantal, donc elle a vraiment tout pour elle. Elle a rien pour elle, j'allais dire. Je rigole. Et puis moi, je vais pas être original, je critique les autres qui recommandent des podcasts, mais je vais aussi recommander un podcast. Un podcast qui s'appelle Le Fil d'Actu, le Fil PHIL, un podcast animé par Alice de Rochechouart qui parle de l'actualité sous l'angle de la philosophie et qui reçoit tous les mois un ou une philosophe. Et elle a reçu dernièrement Céline Marty pour parler philosophie du travail, avec notamment une idée sous-jacente qui serait de travailler moins pour vivre mieux. Une masterclass de réflexion et de propositions très concrètes pour tendre vers cela. Et dans l'épisode, elle cite notamment une phrase de Nietzsche que j'ai beaucoup aimée, qui dit « Le travail est la meilleure des polices ». Traduction, le travail nous contrôle en nous forçant à rentrer dans le rang d'une place sociale assignée. Je vous laisse le temps de réfléchir à tout ça et je vous recommande chaudement ce podcast. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ou on est tout bon ? Non, mais je voulais juste ajouter que si vous voulez accéder à certaines de recommandations, on mettra bien le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller écouter les podcasts de Fainéant d'Alexandre Diol. Petit rappel, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Vous l'avez vu, on a créé le compte il y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous poser des questions, à réagir en commentaire. On sera là pour vous répondre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Allez, à plus. Salut. Ciao.